Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 21 mai aujourd'hui et j'essaye de vous tourner encore des vidéos sur le portail du manque, de la peur du manque, pardon, en espérant que ces vidéos arriveront quand même à être publiées avant la fin du mois. Si c'est pas possible, et bien dans ce cas-là, elles apparaîtront le mois prochain en décalage et cela vous fera quand même encore travailler un peu en décalé là-dessus. Il y a plusieurs thématiques qui vont être abordées dans cette vidéo-ci et ça va donc encore aborder différents sujets. La première thématique qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est le fait d'observer dans les schémas parentaux qui ont été au-dessus de vous dans la famille. Hein, quand je dis au-dessus, c'est pas la supériorité, surtout pas. Au-dessus de vous, ça veut dire vos parents, comme dans un arbre généalogique, d'accord? C'est-à-dire plus ancien. C'est important ce que je viens de vous dire, parce que pour certains, le fait que dans un arbre généalogique, on soit plus âgé, il y a comme une forme de sacralisation et que vous avez vraiment du mal à sortir de ce schéma que le plus jeune doit être soumis à l'ancien. Et ça a été utilisé comme une règle de respect. Ouais, enfin, le respect, ça veut pas dire être soumis. Le respect, ça veut pas dire tout accepter. Et par rapport à tout ça, il y a quand même des choses qui ne sont pas du tout OK et qui ont débordé au fil du temps. Et puis, c'est devenu des mécanismes d'emprise. Et dans les familles, ça fonctionne comme dans des sectes où le plus ancien de la famille fonctionne comme un gourou. Et quand le gourou est décédé, c'est un autre gourou qui prend la place. Et il y a toujours cette forme de hiérarchie. Et c'est pas ça le respect. Parce que le respect, il doit être mutuel. Et le respect, c'est la personne au-dessus est censée, quand je dis encore au-dessus, c'est dans l'arbre généalogique, c'est-à-dire le plus âgé doit aussi savoir respecter les membres de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, comme des êtres humains. Et ça, justement, il n'y a pas de ce genre de respect. Et en fait, c'est là où vous allez devoir remettre un peu les bonnes définitions au niveau des mots et peut-être vous confronter à quelque chose qui va peut-être vous sembler complètement ahurissant, c'est aller réellement, en toute humilité, relire la définition qui est dans le dictionnaire autour de ces mots-là. Et c'est là où vous allez voir qu'en fait, vous êtes parti complètement à l'ouest, encore une fois de plus, par rapport à la définition des mots. Tout a été déformé. Et l'être humain y a trouvé un intérêt, un profit à déformer tous ces mots-là. Et c'est tout ça que vous allez devoir regarder en face, parce que c'est toujours tout ce que vous avez refusé de regarder en face qui vous retient prisonnier. C'était l'axe de la semaine dernière. D'accord? Donc là, vous allez devoir retravailler un peu sur tout ça. Par rapport à ça, donc allez regarder un peu dans votre arbre généalogique, donc il n'y a pas besoin d'aller faire un arbre généalogique, mais ce que je veux dire, c'est regarder vos parents, les oncles et tantes, les grands-parents. Regardez, que ce soit au niveau maternel ou paternel, dans chaque lignée, comment les couples fonctionnaient avant. Comment les couples fonctionnaient avant. Et le petit travail qui vous est demandé de faire en toute humilité, en prise de hauteur et avec une analyse cohérente des choses, c'est de vous extraire un peu de cette famille. Dans cette analyse, gardez une neutralité. Essayez de vous extraire de ça. Et essayez d'observer comment les deux protagonistes à chaque fois s'utilisaient en miroir. Vous allez voir que en fait, avant, finalement, chacun trouvait un intérêt dans la relation à utiliser l'autre. Et que dans beaucoup de cas, il n'y avait pas d'amour. Ou peut-être qu'il y en a eu au début, mais en tout cas, vous, au moment où vous les avez connus, cette phase d'amour était déjà partie. Mais on restait quand même ensemble par profit, par intérêt.
ont s'utilisé l'un l'autre par intérêt. Et vous allez devoir aller chercher quel était l'intérêt et le profit que chacun des deux protagonistes en tirait. Et vous allez voir que chacun en tirait un intérêt. Et qu'ils manipulaient, ils se manipulaient entre eux, et manipulaient aussi les autres membres de la famille, dans le sens où je vais te gaslighter et je vais te faire croire à. Je vais faire circuler une rumeur, et la rumeur sera la nouvelle réalité, la nouvelle vérité. Sauf que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Par exemple, je suis restée avec ton père car, alors qu'en réalité c'était je travaillais pas, j'avais pas envie d'aller travailler, donc par sécurité financière je suis restée. Ou je suis restée avec ta mère parce qu'elle était elle avait justement pas de boulot, j'allais pas la laisser comme ça, mais en fait, il y avait ce côté, qu'est-ce qu'on va penser de moi, le regard des autres, ou ses parents avaient quand même du fric et je savais que j'allais récupérer un héritage, je la trompais derrière son dos, c'était confortable que moi, mon image reste indemne, parce qu'un homme qui quitte sa femme et ses enfants, ça aurait été mal vu, mais en fait, je l'ai trompé avec 20 femmes pendant le mariage. J'ai même fait des gosses derrière son dos, etc. À chaque fois, il y avait un rapport de « je t'utilise parce que ça m'arrange bien », en fait. Ça m'arrange bien soit côté fric, soit image, soit il y avait un intérêt, un profit. Ses parents, ils m'avaient prêté un local et c'était mon commerce. Et en fait, toute ma vie, mon commerce était dans les locaux de sa famille à lui. Plein d'histoires sordides. Et c'est tous ces trucs-là que vous allez devoir aller regarder. La différence entre le masque, je dirais même, de ce qui est beau, j'y rajoute des paillettes, ça fait bien en apparence, comme ça, moi j'en sors avec une belle image, le scénario que je raconte à tout le monde, la rumeur et la réalité. Parce que si vous les avez suffisamment connus, vous allez voir qu'il y a un fossé entre ce qui est dit et comment se comporter. Il y a plein d'invraisemblances, il y a plein d'incohérences, il y a plein de contradictions. Il y a de l'hypocrisie, il y a du gaslighting, ça ne tient pas la route. Et vous devez retrouver cette cohérence d'analyse, même avec vos proches. Pour votre propre sécurité, pour votre capacité d'analyse, pour votre évolution, pour aller plus haut sur la montagne, cette semaine, la chanson, c'est aller plus haut, vous devez avoir une capacité d'analyse, même quand ça concerne vos proches. Vous devez être neutre. Moi, j'ai eu à le faire sur ma montagne. Je vous avoue que pour moi, ça n'a pas été compliqué. Puisque j'ai commencé à cheminer jeune sur ce point-là, et que, comme je vous l'ai dit, à 15 ans, j'avais déjà écrit une lettre à ma mère parce que ça n'allait pas, notre relation, et j'étais encore mineure, que je m'opposais à mon père qui pourtant était... Voilà. Et que mon père disait clairement, j'ai 3 enfants, mais la plus méchante, c'est ma fille. Le mot méchante avait été utilisé car j'étais la seule à avoir les couilles de dire ce que je pensais. Mes 2 frères, eux, avaient choisi de se barrer. Ils étaient assez âgés pour pouvoir les études, tout ça. Mais moi, j'avais les couilles de dire ce que je pensais. Donc inévitablement, quand c'est inconfortable d'entendre la vérité, la personne va dire que vous êtes méchante. Quand vous n'êtes pas hypocrite, on va dire que vous êtes méchante. C'est la phrase du jour en plus aujourd'hui. Quelle coïncidence. Tu dois apprendre à accepter d'être la méchante personne dans l'histoire de quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas ce qu'il s'est passé. N'oublie jamais que les gens te transformeront en ce qu'ils ont besoin que tu sois,
afin que leur propre histoire puisse avoir un sens pour eux. N'empêche que tout ça a permis d'assainir les relations par la suite. Parce qu'une relation ne peut pas être saine en étant basée sur des non-dits et de l'hypocrisie. Justement, c'est quelque chose que vous aurez à travailler sur votre parcours FJ. Il y avait une vidéo que j'avais faite où est-ce que la chasseur doit marcher sur des œufs avec son runner? Pas du tout. Ça ne rend pas service, ça n'assainit pas la relation. La chasseur, pendant longtemps, ne va pas l'ouvrir, pas dire ce qu'elle pense au runner à cause de sa blessure d'abandon ou par peur de le faire souffrir. Et elle espère qu'il changera de lui-même, mais il ne change pas de lui-même, ce qui est logique puisque la chasseur doit dépasser ses peurs et qu'elle doit apprendre à exprimer. Ça fait partie de ce qu'elle a transformé en elle. Donc, par rapport à ça, ça pourrait pas se passer de façon aussi facile. C'est logique, c'est cohérent. Ceci dit, à chaque fois que la chasseur va oser sortir de sa zone de confort, chercher à exprimer au runner, lui, ça lui fait travailler sa blessure de rejet, sa blessure d'humiliation, parfois même sa blessure d'injustice. Donc, le runner qui ne sait pas gérer son émotionnel puisque lui est yang, va pas apprécier qu'elle lui fasse vivre des inconforts de « tu me dis quelque chose qui pour moi est inconfortable, j'ai pas envie de l'entendre, cela me blesse ». Et donc, mon inconfort passe avant tout le reste, je vais te rejeter à chaque fois que tu m'exprimes quelque chose. Ce qui, dans un couple, c'est pas possible. Les deux, en miroir, doivent être capables d'entendre ce que l'autre, quand l'autre souffre à cause d'un comportement. Voilà, vous devez être capable de savoir exprimer vos besoins, ce que l'autre fait qui vous fait souffrir, pour pouvoir, en miroir, régler les curseurs au bon endroit. C'est ainsi que fonctionne un couple. C'est ainsi que fonctionne un couple. On doit être capable de communiquer, l'autre doit être capable d'entendre, et on règle les curseurs, ce qui permet d'améliorer la relation et de l'assainir, puisque une relation se construit sur cette base-là. Si on ne peut pas communiquer, il ne peut pas y avoir de relation saine. Et le problème, c'est que la chasseur, à chaque fois qu'elle va exprimer des choses, le runner va la rejeter ou la punir parce que ça vient titiller ses propres blessures. La chasseur va donc soit, et c'est l'épreuve de la chasseur, soit de nouveau avoir peur d'exprimer parce que quand je lui dis quelque chose, il me punit, je le perds et là, cette blessure d'abandon, quand il prend de la distance, c'est viscéral, je n'arrive pas à survivre. Donc, je vais de nouveau me taire. Donc, en fait, il y a un rapport malsain qui se crée au fur et à mesure de la relation. C'est que la chasseur étouffe, exprime, on repratique le non-dit. Donc, il y a de la rancœur qui s'installe, il y a de la souffrance. Et puis après, elle préfère se séparer parce que de toute façon, cette relation n'est que souffrance. Je n'ai pas le droit de t'exprimer quoi que ce soit, tu me punis par le silence, tu disparais à chaque fois, on ne peut jamais communiquer, et à chaque fois tu disparais, quand tu reviens, tu fais comme si de rien. Et comme je suis tellement heureuse que tu reviennes, je ne souhaite pas réaborder les problèmes qui fâchent, j'espère silencieusement que tu as compris, tu en as pris note, et que tu vas avoir réglé ton curseur, mais pas du tout, pas du tout. Parce qu'en général, la chasseur n'a même pas eu le temps d'exprimer 100% de ce qu'elle avait à dire. Elle a à peine commencé sa phrase que le runner, il enflait ses baskets, il est déjà au bout de la rue. Donc en fait, il n'y a pas d'échange possible, il n'y a pas de réglage de curseur possible. Inévitablement, ça va créer une boue à l'intérieur de la chasseur qu'elle étouffe, elle étouffe, elle étouffe, elle étouffe. Et puis à un moment, cette boue, il y aura des événements qui seront faits exprès et orchestrés par là-haut, ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, la chasseur, elle ne peut plus contenir. Elle va sentir comme une force qui vient de je ne sais où. C'est je te balance et tout sort. Mais par contre, après ça, il y a oh putain, j'ai perdu 10 kilos.
j'ai perdu 10 kilos. Inévitablement, la chasseur va ressentir une forme de culpabilité. Parce qu'elle sait que là, il y a eu un gros paquet. Mais d'un autre côté, quand elle va observer la réaction de son runner, qui dans quasiment 100% des cas, c'est, il se barre, elle se dit, en fait, il n'en a rien à foutre, en fait. J'ai vraiment pas le droit de m'exprimer. J'ai pas ma place dans la relation, c'est lui qui prend toute la place. J'ai pas le droit à la parole. On est dans une relation où c'est que lui. Tout n'est que auto-centré sur lui. Moi, j'ai pas le droit à la parole. On est dans une relation, genre c'est l'homme patriarcal, et la femme, c'est qu'une grosse merde qui doit subir et rien exprimer. Donc comment pourrais-je être heureuse dans une relation telle que celle-là? Ce qui va énormément aider la chasseur à faire le deuil de la relation, parce qu'en se basant sur toutes ses mémoires et tous ses faits, elle dit, moi, en fait, quel que soit l'amour que je porte à mon runner, c'est pas possible, en fait. Cette relation n'est pas possible. C'est pas possible. Une relation où on communique pas, où on peut rien dire, l'autre il est toujours vexé comme un pou. Il faut tout fuir. Il faut fuir toutes les conversations, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est ce qui créera de longues séparations sur le parcours entre chasseur et runner. Ça, c'est un peu pour expliquer au runner ce qui se passe dans la tête du chasseur. D'accord? Allez donc regarder un peu comment fonctionnaient les couples avant et tout ce qui a été dupliqué en non-dit, en mécanisme de manipulation, ou quand j'ai quelque chose à te reprocher, je ne vais pas te le dire à toi, mais éventuellement je vais le dire aux autres. On se chosifie, et toute cette hypocrisie sur l'apparence qui passe avant tout, et puis un profit attaché à du matériel, qui passe avant les sentiments. Et en fait, tout n'est que basé sur des peurs du manque. Observez comment fonctionnaient les ancêtres dans votre famille. Vous allez identifier les peurs du manque qui pullulent et qui polluent le transgénérationnel. Inévitablement, ce qui n'a pas été nettoyé par vos ancêtres. Ouvrez votre porte. Sur votre paillasson, il y a tous les plateaux repas qui n'ont pas été nettoyés et que c'est votre job de les nettoyer si vous souhaitez être libre et faire les bons choix dans votre vie. Libre à vous de remonter vos manches et de faire la vaisselle. Si vous n'avez pas envie de faire la vaisselle, faites pas la vaisselle. Vous irez pas en haut de votre montagne et ça sera l'échec. Parce que, inévitablement, si vous ne vous transformez pas, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes dans votre vie, ni les bonnes situations et la bonne abondance dans votre vie. Il ne faut pas vous leurrer. À un moment, vous en aurez marre de gaspiller du temps de vie à subir une vie de chaos, de à peu près, comme dans ces relations-là, comme ça a été fait dans vos familles. Je ne sais pas si vous avez regardé le film L'amour ouf, qui est un très beau film. Contrairement à ce que peut-être vous pensez, je suis quelqu'un qui ne regarde quasiment pas de films d'amour. Vous voyez, les guides le confirment. Je regarde très peu de films d'amour. Celui-là, il est, comme le dit, l'amour ouf, il est génial. Il y a une scène dans ce film où la demoiselle, je ne vais pas spoiler le film, allez le voir, je vais juste vous raconter une scène d'une discussion, et ce qui ne va pas interférer sur l'histoire, d'accord? La nana a connu un grand amour, ok, l'amour ouf, et puis, comme dans tous les films d'amour, séparation, et elle va vivre, rencontrer quelqu'un bien sous tout rapport, où sa vie en apparence est bien sous tout rapport, et à un moment, elle parle à cœur ouvert avec son papa,
qui est joué par Alain Chabat, qui joue très bien d'ailleurs dans ce film-là aussi. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Il comprend pas parce que pour lui, elle a tout pour être heureuse. Et je sais plus quels sont ses mots exacts, mais elle lui dit... Ah, je sais plus c'est quoi sa phrase. Je viens de la retrouver sur Internet pour vraiment redonner les mots exacts. Elle dit à son papa que il manque quelque chose dans ce couple. Elle se voit pas continuer dans ce couple. Et sa phrase, c'est, face à son papa qui ne comprend pas, elle lui dit « Mais tu sais, papa, c'est juste que bien, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Bien, c'est pas suffisant. Elle veut plus. Elle veut pas se contenter d'un couple qui est bien. Bien, c'est pas suffisant. » Ça, c'est typiquement quelque chose que vous allez devoir regarder dans votre transgénérationnel et comment, dans votre famille, on a été connecté au quoi? À la peur du manque ou au cœur? Est-ce qu'on était connecté au matériel ou au plaisir? Au regard des autres ou à être qui je suis? On a priorisé quoi dans votre famille? Comment on fonctionne depuis toujours? On vous a sûrement inculqué que ce que moi je fais, c'est la perfection. Tu dois faire pareil. Mais c'est par ego, c'est par vanité, c'est une rumeur. Pour redorer son image, pour te persuader que tu dois m'aduler moi en tant que parent ou grand-parent, je suis un exemple. J'ai pas loupé ma vie. Je ne veux pas voir dans tes yeux que j'ai loupé ma vie, je veux voir dans tes yeux que je suis un modèle pour toi. Je te chosifie là encore. Donc je vais te faire courir une rumeur que c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie pour que tu m'adules et pour surtout pas voir dans tes yeux que j'ai loupé ma vie. Et tout le monde se chosifie depuis toujours. Dans les relations, toutes les relations, tout est basé sur du fake où on se chosifie pour de la valeur. On abîme les autres pour pas être abîmé soi-même. Tout ce fake, l'éveil, monter sa montagne, c'est dans le but de nettoyer tout ça de plus en plus dans les lignées familiales, parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est complètement parti en vrille. Tout ce qui est narcissisme a dépassé toutes les valeurs de cœur. Et vous devez apprendre à être choqué de ça. Et à ne plus vouloir vous-même être là-dedans. Ne pas avoir envie de dupliquer ça à vos enfants. Que le narcissisme passe avant tout. Être faux cul. Être le centre du monde, du regard des autres. Ça va pas. À un moment, vous allez devoir atteindre un état de « j'ai la gerbe de ce que je suis devenu, de ce que j'ai fait, de ce que je suis en train de devenir. » Je fais de la merde. Et quand vous avez des enfants, ça doit vous prendre aux tripes de vous dire « Putain, mais je fais quoi comme merde ?» Parce que tant que vous n'avez pas d'enfants et que ça n'implique que vous, mais quand vous avez des enfants et que vous les envoyez droit dans le mur avec vous, il y a quand même une part de responsabilité dans ce que vous dupliquez, dans ce que vous inspirez, dans l'exemple que vous donnez, dans ce que vous refusez de couper dans le transgénérationnel, qu'ils vont devoir ouvrir leurs portes et déjà avoir tous les plateaux repas devant chez eux, parce que vous refusez de le faire. Et ça attendra pas qu'ils soient majeurs, hein. Non, croyez pas ça. Ça va déjà être devant la porte de leur chambre. Et vous allez le voir beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Donc essayez d'aller regarder tous ces mécanismes de manipulation de Fauculande. Fauculande. C'est Fauculande. J'ai eu une consultation cette semaine avec Myriam qui me disait
qu'elle repense souvent à une phrase que je lui ai dite qui est « Si j'avais confiance en moi, si j'avais confiance en la vie, qu'est-ce que là je ferais? Quelle est la décision que je prendrais? Si j'étais sûre que ça va bien se passer, si j'avais pas de peur. » Et en fait, cette phrase, elle l'oublie pas, elle l'utilise très régulièrement dans ses choix et positionnements. Ça lui permet de voir si elle fait un choix de cœur ou un choix de peur. Je me suis dit, c'est très bien qu'elle utilise cette clé que j'ai déjà donnée en vidéo, que j'ai déjà donnée en coaching à beaucoup de gens, dans mes articles. En effet, ça vous permet de voir si vous répondez à une peur du manque. Si vous le faites encore dans votre énergie sucre d'orge pour pas vivre un inconfort ou si vous suivez votre cœur. Est-ce que c'est aligné ou est-ce que c'est pas aligné? Sachant que, bien entendu, il y aura toujours des situations où, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, j'ai peur et je ne me sens pas capable de. Mais ça, portez pas un masque, assumez-le. Assumez et dites aux gens. Je sais que c'est ça que je devrais faire, c'est ça que j'ai envie de faire, mais pour l'instant, je n'ai pas le courage. Car j'ai peur de. Ça, c'est être authentique. Jouez pas au kéké, jouez pas au masque. Votre masque se retournera toujours contre vous. Vous allez avoir un prix à payer de ce masque. Et dans la vidéo « La responsabilité des mots du runner », j'en parle beaucoup de cette responsabilité. Je remettrai éventuellement les vidéos en dessous de la responsabilité des mots. C'est que vous, votre priorité, c'est votre image. Vous allez tenir un discours pour cacher ce que vous pensez, mais en fait, cette image que vous allez rendre va choquer. Et en fait, la personne va vous rejeter pour ce masque. Parce qu'il y a un prix à payer de ce masque. Toi, tu as regardé que le côté positif de ce que ce masque allait t'apporter. Mais tu as fait une amnésie sur la moitié de l'histoire. Tu n'as pas réfléchi aux conséquences de ce masque, aux points négatifs de ce masque. Et l'autre, c'est ça qu'il va retenir. Lui, il va retenir le négatif de ce masque. Toi, tu as regardé que le profit, autocentré, narcissique, ça va m'apporter ça. Pas du tout. T'as pas pensé au négatif. Par contre, l'autre en face, il va voir que ça. Et toi, qui étais dans une stratégie de porter un masque pour en tirer un profit, tu seras rejeté pour ce masque, pour les conséquences du masque. Et c'est là où tu vas voir que dans ta secta familia, on pense d'une façon, mais que quand on s'extrait de la secte, ton masque là, il plaît pas aux autres. Ce masque, il plaît que dans ta secte. Mais en dehors de ta secte, quelqu'un qui fonctionne autrement, ça, il trouve ça laid. Et ça, il aime pas. Tu aurais eu beaucoup plus intérêt à montrer qui tu étais, en toute authenticité. Tu aurais été gagnant. Tu aurais été gagnant. Et le fait de n'avoir jamais rien exprimé, c'est retourné contre toi. Car si tu avais su être dans une capacité d'échange, de poser des questions, de creuser, tu aurais eu les informations réelles. Mais comme tu es contre la communication, parce que tu trouves ça plus confortable de ne pas communiquer, même ça, tout ça s'est retourné contre toi. Il y avait un prix à payer, à choisir la facilité et à refuser de sortir de ta zone de confort. Si tu avais osé faire ce que tu n'aimes pas faire, oser sortir de l'inconfort, tu étais beaucoup plus gagnant. Et tout ça, c'est ce que tu vas devoir apprendre sur beaucoup de sujets sur ta montagne. C'est que tout ce que tu faisais dans tes méthodes contrôlantes pour fuir l'inconfort, à chaque fois, t'en as payé le prix. Il y avait un prix à payer.
tu avais peur de manquer d'eux, et ben en fait, tu as récolté ce que tu avais peur de vivre. Tu es désaligné, tu es trop stratège. C'est pas possible d'être stratégique à longueur de temps. Tu dois te reconnecter au cœur et sortir de tes mécanismes d'ego, de stratégie, de contrôle. Tout ça, ça va être à péter sur ta montagne. On va te péter tout ça. Ça, c'est comme du fil barbelé qui étouffe ton cœur. Et on va venir t'exploser tout ce fil barbelé. On va venir le couper. C'est pas possible que ton cœur soit dans du fil barbelé. Et regarde ta famille, elle a fonctionné comme ça tout le temps. Et regarde le résultat de leur vie en vieillissant. Regarde comment ils sont en vieillissant. Ils sont pas matures, ils ont des réactions immatures, ils ont des comportements toxiques. On dirait des gamins. Et toi, tu prends exemple sur eux. Et c'est comme ça que tu as envie de vieillir également. Ça t'inspire réellement. C'est vraiment ça, l'image que tu as envie de renvoyer à tes enfants plus tard. T'es sûr? T'as pas plus d'ambition que ça? En tout cas, moi, je l'ai eu, cette ambition. C'est pour ça que j'ai atteint le haut de ma montagne. Parce que ça a été ce qui m'a pris aux tripes, en fait. Moi, il était hors de question que je me contente d'être une petite merde, en fait. Mais vous, ayez de l'ambition. Votre ambition n'est basée que sur Dieu à voir. Moi, mon ambition, c'était de ne pas être une merde. Être. Et ça ne se limite pas à rouler en Porsche ou à rouler en Ferrari, c'est pas ça. Vous pouvez être une merde au volant d'une Porsche ou d'une Ferrari. C'est pas le avoir. Moi, mon ambition, elle était sur l'être. Donc quand vous dites « J'aime ce que tu rayonnes, Peggy », ce que vous voyez, c'est la liberté de comment on se sent quand on a atteint son objectif. C'est qu'aujourd'hui, au moins, je sais me regarder dans le miroir en me disant que je ne suis pas une merde. Et donc, même s'il y a des gens qui m'envoient des fléchettes de jugement, j'en ai tellement rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je sais ce que je suis, je sais comment je pense, je sais comment j'agis, je sais que quand j'agis, quelles sont mes intentions là et là. Ce que les gens pensent, c'est pas mon problème. Ça ne m'affecte plus. Et vous voyez la contraction? Les guides le voient, ils m'ont envoyé plein de défis, ça ne m'affecte plus. C'est ça la vraie liberté. C'est quand l'extérieur n'arrive plus à vous impacter. Ça ne vient pas toucher votre valeur, en fait. Vous en foutez. Et vous pouvez vérifier au pendule. Vérifiez, je vous autorise. Est-ce que Peggy est encore impactée par les fléchettes? Vous verrez, non. Ça a pris du temps. Oui, au début, ça me parasitait. J'avais de la colère, j'avais tout. De la tristesse, de la colère. J'étais blessée. Aujourd'hui, ça ne m'affecte plus. Pourtant, j'ai encore été testée il y a moins de 48 heures. Cette semaine, c'est la chanson de Tinarena. Ça fait plusieurs week-ends que comme il y a du soleil, tout ça, je refais un peu, voilà, je suis dans ma frénésie à écouter de la musique, je fais des stories où je chante comme une faux folle. Je fais ces vidéos-là, que je mets en story, qui sont des défis pour moi qui n'ai pas de dalidite, voilà, pour oser le faire. Je vous rappelle que quand j'étais enfant, malgré que j'aimais danser, je dansais en cachette et j'ai refusé de faire de la danse en club parce que c'était insoutenable pour moi l'idée de danser devant des gens. Je ne voulais pas qu'on me regarde. Donc je me suis punie et interdit de faire des choses qui m'auraient fait plaisir parce que vraiment je ne veux pas qu'on me regarde. Donc vous imaginez de là où je pars en fait. Alors c'est sûr que quand vous me regardez et que vous pensez que je fais des choses par dalidite, mais vous me connaissez tellement mal. Vous me connaissez tellement mal. Vous faites que transposer sur moi
ce que vous êtes vous-même, vos suppositions, ou d'avoir connu quelqu'un d'autre qui fonctionnait comme ça et vous me le faites payer à moi, et sans même chercher à me connaître ni à m'écouter suffisamment, vous n'avez même pas écouté mon histoire alors que je l'ai racontée 10 000 fois en vidéo, vous n'êtes pas en capacité d'être connecté aux autres et de les écouter. Vous me faites payer à moi le passé des gens que vous avez rencontrés. Inévitablement, vous passez dans la case où vous ne m'intéressez donc pas. Je ne peux pas être intéressée par des gens toxiques. Bien sûr, je continuerai à faire mon travail, mais humainement parlant, vous ne m'intéressez pas humainement parlant. Vous n'êtes pas quelqu'un avec qui je pourrais avoir des affinités au-delà. Comment puis-je avoir des affinités avec quelqu'un qui ne sait pas se connecter à l'être humain, alors que moi je suis quelqu'un de entier, avec quelqu'un qui n'a pas des capacités de se connecter au cœur? C'est typiquement tout ce que je fuis dans ma vraie vie. Donc je reste professionnelle, mais ça se limite à du professionnel, c'est tout. Ce qui est logique et ce qui est totalement sain. J'ai la capacité d'aider professionnellement parlant, même si dans ma vie je ne me verrais pas être entourée de ce genre de personnalité. Pourquoi? Parce que c'est mon job, c'est tout. Un boucher, il va quand même vendre de la viande à quelqu'un qui, vous voyez, travaille à sa juste place. L'infirmier, il va quand même guérir quelqu'un qui est con. Et puis je garde toujours un peu cette lueur d'espoir que vous sortirez au fil du temps de votre toxicité. Mais en tout cas, à l'instant T et dans l'instant présent, non, vous n'êtes pas quelqu'un avec qui je serais capable d'avoir des affinités dans ma vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous imaginez, vous faites un repas avec une copine et la copine, elle vous envoie des fléchettes à tout ce que vous dites, tellement elle est dans la jalousie, l'envie, etc. C'est pas possible en fait. Humainement parlant, ça c'est pas possible. Si vous acceptez de vivre ça dans votre vie constamment, oui, mais vous vous contentez d'à peu près. Moi, ça fait longtemps que je veux plus de ce genre de choses. Moi, j'ai évolué. Les relations de merde, ça m'intéresse pas. Les relations hypocrites où on se fait en face et puis par derrière, c'est pan. Non, moi, ça m'a jamais intéressé. Puisque je vous dis que, déjà mineur, je disais ce qui était inconfortable, même à mon père. Donc, une fois que j'identifiais le travers, moi, je le corrigeais direct. Inévitablement, en restant dans votre propre part de toxicité, vous ne pourrez pas rencontrer des gens guéris comme moi. Ils vont se casser, ça ne les intéressera pas. Donc quand vous dites « Ah, j'aime bien ta façon de rayonner, etc. », c'est parce que je suis quelqu'un de libre, mais quelqu'un de libre, vous ne pouvez pas le mettre en cage et vous n'arriverez pas à lui faire subir des choses qu'il n'a pas envie de subir. Celui qui est libre, il s'en fout de vous perdre. Il va falloir lui apporter de la qualité, parce que lui ne se contentera pas d'à peu près. Donc arrêtez de croire que vous allez obtenir la qualité et les cadeaux qui tombent du ciel dans vos rencontres en étant vous-même toxique. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Vous n'êtes pas une princesse, vous n'êtes pas un roi, vous ne récolterez pas. Donc travaillez sur vous, sur vos peurs du manque, sur vos inconforts, parce que tant que vous guérissez pas ça, vous avez des comportements toxiques pour rester dans le confort, pour pas vivre d'inconfort. Vous avez des mécanismes contrôlants où vous abîmez les gens autour de vous. Et si quand on vous fait remarquer, bam, c'est le tu qui tue, et c'était quelqu'un de méchant, et je veux rien entendre, et nan. Non, ce genre de gaminerie n'intéresse pas quelqu'un de guéri.
Il faut de la maturité, il faut des échanges constructifs. C'est pas areux, guili. Non, ça s'apprend plus en fait. Quelqu'un qui est guéri, ça l'intéresse pas des échanges superficiels bas de gamme. On veut du vrai. On veut pas de l'hypocrisie, on veut pas du fake. Hier, je discutais avec un runner qui se rendait compte qu'il avait eu des échanges avec sa cousine où, quand on se voit, on parle encore comme des ados, comme des gamins, c'est toujours ultra superficiel, ça vole pas haut, c'est à ras des pâquerettes, toujours dans de l'humour pour rester dans la superficialité. Et j'ai dit, alors, ça te plaît? Ça correspond encore à tes goûts? Ouais, c'était bien quand on était ado, mais aujourd'hui, ça te nourrit encore? Non, hein, ça fait chier, hein. Ben voilà, c'est ça. C'est que ce qui vous intéressait à 15 ans, quand vous en avez 40, ça devient pathétique en fait. Ça nourrit pas. Aujourd'hui, ce que vous lisez plus la même bande dessinée ou le même livre que quand vous aviez cet âge-là. Vous regardez plus les mêmes programmes télé. Non, vous avez besoin d'autre chose. Vos besoins échangent avec l'âge. Enfin, changent avec l'âge. C'est normal. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Donc quand vous voulez, par peur de vieillir, rester dans cette énergie enfantine d'ado attardé, vous attendez pas à croiser le chemin de gens haut de gamme. Ben, vous allez rencontrer des gens qui restent des ados attardés et qui n'évoluent pas. Pourquoi? Ben parce que les autres, ils s'emmerdent. Et quand je parle haut de gamme, c'est tout ce qu'on appelle en spiritualité et en langage montagne, tout ce qui est relations sacrées, c'est-à-dire des relations nourrissantes, où il y a un respect mutuel, où on a chacun sa place à valeur égale, où on s'écoute, on écoute les besoins de l'autre. Il n'y en a pas un qui est dans un jeu de pouvoir par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle la relation sacrée, que ce soit une relation professionnelle, amicale, familiale, peu importe, des relations, ce qu'on appelle sacrées. Et ça, c'est du haut de gamme. C'est ça que j'appelle du haut de gamme. C'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, où il n'y a pas de prise de tête, c'est fluide, c'est reposant. Où chacun a sa place, à valeur égale. L'équité. Où il n'y a personne qui empiète sur l'autre. Dans ces fameuses relations familiales, observez qu'il y avait souvent des gens dans vos lignées, au-dessus, qui fonctionnaient selon une image de « c'est bon, moi je suis fort, je peux encaisser ». Encaisser était un signe de force. Subir était un signe de « c'est beau, je vais avoir une médaille ». Mais pourquoi? Ça vient d'où toute cette merde? Ça vient d'où toute cette merde? Ça ne fait que laisser l'opportunité aux gens abusifs, les abuseurs, de pousser le bouchon de plus en plus loin parce que vous êtes capable de subir toujours plus en fait. C'est typiquement comme ça que fonctionne un pervers narcissique. Il va vous apprendre à subir de plus en plus. Il en tirera, lui, un profit. Et vous êtes de plus en plus endurant à la souffrance et à la douleur. La douleur, c'est devenu votre état permanent. À vous d'avoir de l'ambition, si ça vous convient comme chemin de vie. Moi, à un moment, je me suis réveillée. J'en avais marre de souffrir dans ma vie. Donc tout ce qui me faisait souffrir, j'ai tout dégagé et j'ai travaillé sur moi pour ne plus accepter ça dans ma vie et pour ne plus attirer ça dans ma vie. Donc inévitablement, quand vous dites aujourd'hui « Ah, tu rayonnes », ben ouais, moi j'ai fait le ménage dans tout ça. J'ai réglé les curseurs avec tout le monde. J'ai travaillé à des échanges constructifs pour régler les curseurs.
pour ne plus être en souffrance, pour pas subir. J'ai décidé d'être maître de ma vie, d'arranger les choses, et pas de pratiquer la non-dite, non. Par rapport à l'émission Mariée au premier regard, elle est très intéressante par rapport à ça. C'est que vous voyez un peu, lors d'une rencontre amoureuse, et même familiale, parce qu'il y a les rencontres avec famille, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, et comment c'est perçu en face, comment c'est accueilli. Ça vous permet pas mal d'observer des chemins, enfin des fonctionnements humains dans les relations, ce qui plaît pas. Ça vous permet d'être spectateur d'un truc et que parfois, dans comment les gens agissent, vous-même, en l'observant, vous allez dire « Oh, putain, ça, je le fais, moi ». Et en fait, c'est pour ça que cette émission est enrichissante. Je suis pas du tout pour le concept de se marier sans s'être vu. Moi, je suis quelqu'un qui sacralise le mariage. Donc, inévitablement, je suis pas mariée. Vous voyez, je suis pas mariée dans ma vie et je sacralise le mariage à un niveau pan. Sûrement que c'est un reliquat qui me vient d'avoir eu une éducation catholique qui sacralise le mariage, sûrement. Inévitablement, un concept où on se marie sans s'être rencontré, pour moi, ça peut pas marcher. C'est pas là-dessus que je regarde l'émission. C'est sur les fonctionnements dans les relations qui sont très enrichissants. On en reparlera un peu plus dans une autre vidéo. On va se laisser avec un extrait de livre. Je l'ai ouvert au bon endroit. J'ai l'impression que c'est déjà des trucs qu'on a déjà dit. Je sais pas. C'est celui-là? Non? C'est derrière? D'accord. Face à une problématique, s'attaquer aux symptômes sans remonter à la cause, c'est au mieux ne rien obtenir ou obtenir un changement d'attitude extérieure, égal je vais dire que tout va bien ou je vais travailler maintenant comme un malade pour compenser, qui ne résout pas les questions de fond. Et au pire, on obtiendra finalement un renforcement du symptôme dans le style « Je ne suis pas compris, que dois-je faire pour être vraiment compris ?» Ainsi s'enclenche la mécanique de la violence autour de la non-communication. Entre guillemets, je ne te dis pas ce que je vis vraiment. Tu ne te mets pas à l'écoute de ce que je ressens vraiment. Je râle. Toi, tu prends donc peur. Donc, je me rebelle. Toi, tu contrôles. Donc, je me rebelle encore plus. Toi, tu renforces le contrôle. Moi, j'explose. Toi, tu réprimes. Dis, t'es pas fatigué de ce jeu parfaitement réglé depuis des siècles? Et si on apprenait à s'écouter? Bien sûr, s'écouter et se rencontrer n'est pas facile. C'est une pratique qui demande de l'exercice, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'un nouvel art. C'est un extrait de Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Dansembourg. Je répète un peu le début. Face à une problématique, s'attaquer aux symptômes sans remonter à la cause, c'est au mieux ne rien obtenir ou obtenir un changement d'attitude extérieure, égal, je vais dire que tout va bien ou je vais travailler maintenant comme un malade pour compenser, qui ne résout pas les questions de fond. Donc, au pire,
on obtiendra finalement un renforcement du symptôme dans le style « je ne suis pas compris, que dois-je faire pour être vraiment compris ?» Et ensuite, il y a toute la mécanique de violence. Oui. Je sais pas, moi... Si vous avez une fracture de la jambe et que vous prenez un médicament pour pas sentir la douleur, vous traitez le symptôme, mais la fracture, elle est toujours là. Il va falloir traiter la fracture. La fracture crée une douleur. Traiter que la douleur, ça sert à rien. Ben, c'est pareil dans les relations. Il y a une douleur dans la relation. Si on ne traite pas le problème, ça va rien faire. C'est pas parce que vous allez arriver avec un sourire que ça va régler le problème. Eh bien, c'est le problème qu'il y a dans les parcours à vie. Ça communique pas. Pourquoi? Ben parce que les deux n'ont pas la maturité émotionnelle pour ça. Vous n'êtes pas capable d'entendre, vous n'êtes pas capable d'écouter. Vous êtes susceptible, vexé comme un pou. On ne peut pas parler, donc il y a toutes les mécaniques de violence visible et invisible qui font du tort et qui détruisent la relation. À cause de peur du manque. Plus on assainit à la base, plus il y a de possibilités que vos relations soient meilleures après. Entre vous deux ou pas, ou tout du moins dans votre vie, toutes vos relations vont s'améliorer. En tout cas, retenez une chose, soyez sûr d'une chose. C'est que quoi que vous fassiez, comment vous pensez, vous êtes observé. Vos guides à vous, ils regardent comment vous pensez, sur les autres, avec humilité sur vous, vos intentions quand vous faites les choses. Est-ce que vous le faites par stratégie? Est-ce que vous êtes connecté au cœur? Est-ce que l'intention est pure ou pas? Quand vous envoyez des fléchettes sans arrêt aux autres, soyez sûr d'une chose, c'est que les guides de la personne, elle vous a vu, elle vous a capté. Et vous êtes identifié comme une personne toxique, pas fiable, dans sa façon d'aimer les autres, dans sa façon d'apprécier les autres. Donc vous n'aurez pas de cadeau. Vous n'aurez pas de cadeau. Vous n'aurez pas des relations saines si c'est pour les abîmer. On va pas... Vous n'êtes pas le petit chaton qu'on va donner à un boa pour qu'il bouffe tout cru, le petit chaton. Ne soyez pas narcissique. N'ayez pas un excès de confiance. Vous êtes observé. Vous allez devoir être lumineux de là-dedans. Sans lumineux en haut, vous n'irez pas plus haut. Donc quand vous êtes en face de quelqu'un qui a monté sa montagne, c'est parce que sa façon de penser est pas toxique comme la vôtre. Et si ça, vous l'avez toujours pas compris, et que vous supposez que la personne en face, elle est toxique, elle est manipulatrice, elle est espiègle, qu'elle fait les trucs dans le but qu'elle est stratège, c'est que vous avez toujours pas compris, et que vous êtes en train de transposer sur l'autre ce que vous-même vous faites. Ça en apprend plus sur vous que sur l'autre, que sur la personne que vous jugez. Inévitablement, vous êtes repéré. Eux, ils vous ont repéré. C'est l'objectif, hein, sur votre montagne. Il y a un objectif à atteindre. C'est pas de faire semblant d'être lumineux, hein. C'est pas d'avoir une petite voix doucerette et avoir l'air. Non, on vous demande pas du cinoche, hein. On vous demande pas de faire le show, on vous demande pas de faire semblant, on vous demande pas d'être un bon acteur. On vous demande d'être. Ne soyez pas dans le paraître. Soyez dans l'être, car le paraître, c'est le pas être. C'est le pas être. Pas être. P-A-S, plus loin, être. Croyez pas que les guides y sont cons et teubés. Ne vous voyez pas plus royaliste que le roi. Humilité. Je vais vous laisser parce que la vidéo est longue. Je vous dis une belle journée et à bientôt.